Bonjour, mesdames, messieurs, ici Alexis Delancer. Bienvenue à votre période de questions. Décision très attendue aujourd'hui, donc très importante aussi de la Cour suprême. Elle a été rendue ce matin, 9h45 précisément, comme c'est souvent le cas. Cette fois-ci dans le dossier Walmart, le Walmart de Jonquière. C'est une vieille histoire qui date de 2005. En clair, les syndiqués gagnent sur toute la ligne. Le tribunal estime que Walmart, le géant du détail, donc, a contrevenu au Code du travail en congédiant ses employés et en fermant son magasin en 2005, alors que les employés cherchaient à obtenir justement leur accréditation syndicale. Donc, la loi interdit, c'est ce qu'on a précisé, à un employeur de modifier les conditions de travail après le dépôt d'une demande d'accréditation, afin de ne pas déséquilibrer, si on veut, les forces dans les négociations. Et puis, bon, dans le cas contraire, il y aura des sommes qui devront être versées aux employés, et ça va être le cas dans le cas de Walmart, c'est tout à fait ce qui a été établi par la Cour suprême. Donc, cette décision tombe à l'aube d'un été et d'un automne qui s'annonce assez chaud, très chaud sur le plan syndical au Québec. On le sait, il y a la question des régimes de retraite municipaux, le régime que certains appellent le régime minceur qui pourrait être imposé aux employés de la fonction publique québécoise. Bref, les exemples de conflits avérés ou potentiels sont assez nombreux. Alors, dans ce contexte-là, mesdames, messieurs, où le rôle de l'influence et la pertinence même des syndicats est au centre d'un débat qui se corse, on vous pose ce midi la question suivante. Vous la voyez à l'écran. C'est une question large. Il y aura des sous-questions, bien entendu. Que reste-t-il du pouvoir des syndicats dans les entreprises, aussi dans les syndicats dans la place publique, pourquoi pas? Alors, les façons de nous joindre, vous les voyez à l'écran, les mêmes qu'à l'habitude, hein, à Montréal et l'extérieur, voici les numéros. Et le courriel aussi que vous pouvez prendre en note, bien en note, question avec un pluriel à commercial-canada.ca, période de questions. Alors, on attend vos réponses, vos commentaires, vos réflexions, et tout ça, toutes ces réflexions, toutes ces discussions, tout ce débat sera alimenté par les invités qu'on a ici, donc, à mes côtés. Je présente Yannick Laprie, tout d'abord, donc économiste à l'Institut économique de Montréal, et Claudette, donc, Carbonneau, ex-présidente de la CSN. Bonjour à vous et merci d'être parmi nous. On n'a pas le choix, pour mettre la table quand même, de revenir sur cette décision de ce matin, n'est-ce pas, de la Cour suprême. Tout d'abord, vos réactions initiales à tout ça, Mme Carbonneau? Bien, alors écoutez, moi je suis très contente de la décision. Ça met fin à une saga qui était interminable et il y a quelque chose de justice fondamentale là-dedans, dans le sens où c'était un peu la bataille de David contre Goliath. Tout à fait. Des travailleurs précaires, majoritairement des femmes, des conditions de travail difficiles, peu de salaire et devant eux, une multinationale parfaitement bien nantie. Alors, en ce sens-là, oui, je suis très heureuse de la décision. En même temps, sur sa portée, ça ne fait que rétablir un travers absolument terrible qui s'était installé au tournant des années 80 au Québec, où, au fond, devant une décision de fermer une entreprise, il y avait comme une immunité qui était donnée aux employeurs. Ils n'avaient pas à justifier le caractère raisonnable de leur décision. En même temps, il faut être clair, là, il n'y a personne qui va soutenir que tu ne peux pas en aucun cas fermer une entreprise. Non, les fermetures auraient lieu tout de même. C'est juste... Auraient lieu tout de même, mais le devoir de s'expliquer, de comprendre qu'il y a d'autres parties prenantes. L'emploi, c'est pas rien, là. Hein, c'est le pain et le beurre de non seulement des travailleurs, mais de leur famille. C'est leurs conditions de vie qui en dépendent. Alors, de ce côté-là, qu'il n'y ait pas un comportement sauvage, qu'on soit forcé de s'expliquer sur le bien fondé d'une décision aussi lourde. Et dans le cas de Walmart à Jonquière, ben écoutez, les objectifs de l'entreprise, ils prétendaient que ça avait toujours été respecté. Ils s'apprêtaient même, durant la période de syndicalisation, à mousser les choses en disant aux gens, ça va tellement bien qu'on va vous faire tisser des primes plus importantes. Alors, au fond, la décision qu'ils ont prise, elle était motivée par une chose et une seule, leur vision antisyndicale. Et bon, pour ajouter à ceci, il ne faut pas oublier, donc, et peut-être pourriez-vous commenter là-dessus, il y a la question de la compensation ça peut être un facteur dissuasif, n'est-ce pas, pour les entreprises, qui changera forcément la façon de procéder quand on voudra fermer une entreprise, n'est-ce pas? Bien, chose certaine, c'est un peu un baume là, pour les employés concernés. Il reste à voir quelle sera l'ampleur de Mais quel est le message fameuse... envoyé aux entreprises dans tout ça? Bien, moi, je pense que la portée là, de ce jugement-là, ça reste à voir quelle sera l'ampleur, comme je le mentionnais, de l'indemnisation qui sera versée par Walmart.
Mais moi, je pense que, en fait, le droit fondamental de fermer l'entreprise, il est maintenu. Hein? Une entreprise, si elle n'est pas viable, elle pourra fermer ses Les tribunaux ne portes. peuvent pas se prononcer là-dessus. Les tribunaux ne peuvent pas, ils ne sont pas prononcés. Ici, ça portait que sur l'article 59 du Code du travail. À ce moment-là, quelle sera par la suite des choses, au moment où il y aura ces négociations-là, justement, d'une première convention collective? Est-ce que en bout de ligne, ça va traîner en longueur et au bout du compte, ben, peu importe le résultat, on fermera au moment où là, on aura signé la première entente. Moi, je pense que il n'y aura pas une portée très, très grande, un changement nécessairement. Le marché du travail, évidemment, dans un contexte qui est concurrentiel, ben, le pouvoir est limité d'imposer, par exemple, artificiellement des hausses salariales ou des rémunérations, des conditions de travail qui ne sont pas en lien avec le marché du travail. Hein. Alors, oui, allez-y. Soyons clairs là-dessus. Dans le cas de Walmart, OK, ils avaient cette requête, ils avaient été reconnus comme un syndicat et la cause de la négociation de la première convention collective venait d'être référée à un arbitre et on sait que les arbitres regardent un peu les conditions de travail versées dans des milieux analogues. Alors, cet employeur-là, il ne pouvait même pas prétendre « on attend de moi des demandes excessives, on fait porter sur mon dos des demandes excessives ». La décision de l'arbitre n'était pas du tout rendue là-dedans. Et remarquez, vous savez, quand vous êtes dans un secteur aussi névralgique que celui du commerce de détail, disons que les conditions de travail, là, tu es proche des normes minimales de travail, il y a de l'espace certainement pour améliorer les choses dans un contexte comme ça. Là. Ceci dit, il y a un invité qui était ici sur nos ondes et qui nous disait un peu plus tôt, ben bref, ça c'est un peu moins concret et palpable, mais quand même, cette décision pourrait donner un nouvel élan à d'éventuelles demandes de syndicalisation, redonner confiance à des gens qui se disaient, ben, à quoi bon finalement? À quoi bon? Puis en même temps, vaincre un peu la peur. Si tu penses que tu as le désir profond de te syndiquer, mais tu t'attends à ce que la sanction soit la perte de ton emploi sans aucune forme de compensation, c'est évident que le rapport de force est complètement, mais complètement désorganisé. Et on a vu l'affaiblissement de la législation du travail, la jurisprudence aux États-Unis conduit à des aberrations. Il y a dans le secteur privé moins de 10 des personnes qui sont syndiquées. Et on le voit, monter des inégalités. Les États-Unis, là, c'est le championnat des grands riches, mais c'est aussi le championnat des personnes extrêmement pauvres au détriment de l'existence d'une classe moyenne. Juste, puisque vous abordez la syndicalisation, je pense que pour bien comprendre, mettre les choses en perspective, allons voir quelques tableaux qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair sur les taux de syndicalisation ici au pays. Voyez ici, depuis 1997 jusqu'en 2013, voyez l'évolution au fil du temps. Il y a eu quelques, rattrapages, si on veut, mais vous voyez, la tendance est claire et elle est nette. Ça, c'est pour les chiffres, il faut les donner au pays. Voyons maintenant province par province. Vous allez voir que là aussi, il y a quand même des changements qui s'opèrent. Et il y a toujours le caractère distinct du Québec dans tout ça. Je ne sais pas si on est en mesure de voir, donc, entre 2010 et 2000 et 2010, plutôt bleu, la colonne en bleu, 2000 et 2010 en rouge. Vous voyez où se situe le Québec. Donc, par rapport aux autres provinces, l'écart se creuse. En fait, se réduit. On peut le voir ici. Et on va terminer avec les États-Unis, puisque vous l'évoquez, les États-Unis. Qu'en est-il, les États-Unis, le reste des nations, finalement, de l'OCDE? Vous voyez les données ici, où se trouve le Canada, finalement, en milieu de peloton, si on veut, les États-Unis qui sont à la traîne. On a un appel, chers amis, de Jean-Roch Paquin, et on va le commenter ensuite, ses commentaires au fil de l'émission. Monsieur Paquin, on vous écoute. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Delancer, et bonjour aussi à Mme Carbonneau, que je salue chaleureusement. Moi, je suis un enseignant retraité, puis on a vécu toutes sortes de choses au niveau syndical au Québec. Et puis, j'aimerais vous faire valoir 3 ou 4 points qui sont vraiment intéressants. D'abord, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du monde du travail et des conditions de travail dans les pays industrialisés, ils vont se réjouir de l'apport des syndicats parce que ce sont eux qui ont permis d'humaniser un minimum les conditions de travail. Et pour la réponse à la question d'aujourd'hui, je vous ferai valoir 2 points particuliers. C'est d'abord la puissance de la législation. Quand on regarde, par exemple, le gouvernement Harper, ce qu'il a fait au cours des dernières années, comment il a court-circuité des négociations possibles. Et aussi, il y a la récupération la récupération des médias. Parce que si c'est le syndicat ou le gouvernement, par exemple, comme employeur, qui
qui récupère l'opinion publique, il y a un gros pouvoir de contrainte à ce moment-là. Alors moi, je trouve que présentement, plus on s'en va dans des pays industrialisés vers la droite et l'extrême droite, vous allez voir que ça va faire énormément de mal aux conditions de travail. Puis les conditions de travail, ce sont d'honnêtes pères de famille, d'honnêtes mères de famille et des gens qui trémurent des fois pour finir leur fin de mois et dans des conditions de plus en plus précaires. Alors, c'était mon opinion. Bien, merci, M. Paquet, donc, de nous avoir fait part de votre opinion. Et je demandais tout d'abord donc à nos invités de réagir. Vous, monsieur, je vous voyais donc... je vous voyais qu'il y avait une réponse que vous aviez en tête que vous vouliez partager avec nous. Bien, au sujet des statistiques que vous avez présentées, d'abord, je ferai le lien avec la réponse de l'intervenant. Il faut regarder l'évolution aussi du côté du Québec et elle s'est maintenue. Les taux de syndicalisation, ils sont plus élevés au Québec que dans le reste du Canada. C'est à 40 %. Ça s'est maintenu depuis, je dirais, les années 70. Et moi, je ne vois pas vraiment de baisse de pouvoir, quel qu'il soit, là, du côté des syndicats au Québec. Et là, ce qu'il faut observer maintenant, c'est du côté du secteur privé versus le secteur public. Le secteur public, c'est au-delà de 80 %. Dans le secteur privé, c'est à peine 25 %. Et ça, je pense, ça traduit quelque chose de fondamental. Dans le secteur privé, c'est extrêmement difficile de faire fi d'impératifs du marché du travail. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des contraintes pour les syndicats quand vient le temps de négocier et d'imposer artificiellement, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, des hausses qui ne sont pas en lien avec les hausses de productivité, qui ne sont pas en hausse avec les conditions qui sont offertes par les autres entreprises ou ailleurs dans le secteur de l'économie. En bout de ligne, ça se traduit par moins d'embauches, moins d'emplois. Et ce qu'on s'aperçoit au Québec par rapport aux autres provinces moins syndiquées, c'est qu'il y a moins d'emplois aussi. Le marché du travail, il est moins dynamique au Québec que dans d'autres provinces. Les taux de chômage sont plus élevés aussi. Et le taux d'emploi, il est moins élevé. 32 000 emplois. Je vois ici les données d'avril de l'enquête, les chiffres de l'emploi mensuel. 32 000 emplois qui ont été perdus au Québec, le 2/3 à temps plein. La pire saignée depuis 2005. C'est un peu ce que vous dites. Et vous vouliez ajouter sur la réponse de notre invité, de notre appelant plutôt? Bien, effectivement, si on voit effectivement qu'il y a un effet, bon, l'intervenant soulignait qu'il y a des bienfaits à avoir une société où le taux de syndicalisation est très élevé, etc., pour les emplois. Évidemment, qui détiennent ces emplois-là, c'est des avantages qui sont indéniables. C'est des avantages qui sont supérieurs à ceux qui ne sont pas syndiqués. Mais très souvent, ça se fait au prix d'une limitation du nombre d'embauches de frères syndiqués. Alors là, on gonfle les rangs des non-syndiqués. Et ce qu'on ne voit pas dans tout ça, c'est que c'est eux qui en paient le prix, avec des salaires artificiellement, pas artificiellement, mais au final, plus bas qu'ils le seraient. Alors ça, là, au chapitre des inégalités, moi, je pense qu'au contraire, ça peut être même un facteur d'accroissement des inégalités entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués. Alors, il faut faire attention. Il faut voir l'ensemble du portrait. Bien, sur la question des inégalités, là, les tableaux que vous montriez tantôt sur les taux de syndicalisation est intéressant. Mais on pourrait reprendre toutes les sociétés développées et partout où le taux de syndicalisation est le plus élevé, ce sont les sociétés les plus égalitaires, où la classe moyenne, elle est là, elle est un peu plus solide et où tu as moins d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres de la société. Alors ça, c'est le corollaire de la syndicalisation et je rejoins tout à fait M. Paquin quand il disait la présence de syndicats a humanisé en quelque sorte le marché du travail. Il y a quelque chose de trompeur derrière les statistiques de syndicalisation au Québec. Il y a quand même des difficultés importantes, particulièrement dans le secteur privé. Et avec les changements qu'on connaît dans le milieu du travail, par exemple, beaucoup moins de secteur industriel, beaucoup de pertes d'emplois dans ce secteur-là, le développement du secteur tertiaire, la précarisation, la mondialisation là-dedans. Alors, au fond, là, les inégalités, elles demeurent, y compris quand on empêche des gens de se syndiquer. Écoutez, les travailleurs à statut précaire, par exemple, ou les travailleurs temporaires, ils ont de très, très, très mauvaises conditions de travail. Et là, ce n'est pas la présence d'un syndicat qui les défavorise. Au contraire, c'est la difficulté de pouvoir se syndiquer dans un contexte comme ça. On se souviendra, il y a eu Walmart, il y a eu Couche-Tard, il y en a eu des tonnes. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et justement, on va y revenir sur ces nombreux cas après la pause, tout de suite après la pause. Voici les numéros pour nous joindre. C'est très facile. Alors, la question, quel est le rôle, l'influence des syndicats à l'heure actuelle au sein des entreprises, entre autres? On attend vos réponses. À tout de suite.
Donc, bon retour à cette période de questions. On va reprendre le fil de notre discussion, de notre débat, avec tout d'abord un appel, ensuite un courriel. L'appel nous provient de Marcel Mathieu de Saint-Hyacinthe. Bonjour, Monsieur Mathieu, la parole est à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mon nom, c'est Marcel Mathieu. C'est à propos des syndicats. Le syndicat, depuis 30 ans, les compagnies multinationales ont tout fait pour le détruire, le tasser, partout. Les parts de job, le modernisme, la compagnie, en mettant du modernisme dans sa compagnie, à clair du personnel. Ils coupent en deux, 3000 personnes, on coupe à 1500. Après ça, à 800. Puis c'est partout. Le Québec est, dans le moment, c'est sa pire place, par exemple. Là. Mais les autres, à part du pétrole, les autres provinces, ça s'en vient. Puis en Ontario, l'année passée, ils ont eu un mauvais revers. Très bien. Mais je vous remercie, M. Mathieu, donc, pour Je suis votre... d'accord avec l'homme qui a parlé avant. Très bien. Bonjour. Très bien. On va justement réagir à vos propos et à ceux aussi de Yves Rousseau. Cette fois-ci, c'est par courriel que nous provient donc ces pensées, cette réflexion de M. Rousseau qui écrit « Les grandes centrales syndicales sont sous pression avec le phénomène de la mondialisation. » Et il poursuit en disant « Afin de rétablir donc la marge de manœuvre, l'entreprise mise sur l'amincissement des conventions collectives d'une part et d'autre part, selon M. Rousseau, la précarité qui rend la vie du travail pénible. » Alors voilà, et dans les deux commentaires qu'on a eus, on fait allusion donc au contexte international. Oui. Est-ce qu'on est face à une situation inéluctable? On a l'impression qu'il y a un aveu d'impuissance parfois, d'une part, et d'autre part, qu'on se dit, ben voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix d'agir ainsi du côté des employeurs. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Bien, si je peux prendre la parole, il y a des changements qui sont inéluctables, évidemment. Le premier intervenant, M. Mathieu, faisait référence à la modernisation des techniques de production. Évidemment, il y a des gains de productivité qui se rattachent au fait qu'on adopte de nouvelles technologies. Évidemment, l'image qu'on voit, c'est parfois des pertes d'emploi associées à ça. Mais il y a d'autres opportunités qui sont créées aussi. Des opportunités souvent d'emplois plus qualifiés, mieux rémunérés et tout ça. Donc, il y a deux côtés à cette médaille-là. Il ne faut pas voir que l'effet négatif, ces changements-là, la mondialisation, c'est la même chose. On profite également de ce courant de mondialisation, phénomène-là, avec le libre-échange, les traités de libre-échange ont bénéficié aux travailleurs canadiens, autant les travailleurs manufacturiers, même si on voit des pertes d'emploi, il y a quand même beaucoup de gains associés à ces choses-là. Donc, justement, est-ce que cet aspect négatif-là surpasse les gains, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a une réponse unique à cet état de fait inéluctable? Il n'y a pas de réponse unique et il n'y a rien d'inéluctable, à mon point de vue, là-dessus. Souvent, par exemple, on va évoquer la mondialisation en disant que ça crée des pressions énormes sur les entreprises. Regardez, en matière de transparence, l'obligation inscrite dans les lois pour les employeurs de justifier, par exemple, des mises à pied importantes, on a un régime totalement différent en Europe, y compris les pays très performants au plan économique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les pays nordiques. Alors que tu as les mêmes multinationales ici, et si tu es travailleur, y compris travailleur syndiqué, bien là, tu apprends en ouvrant le journal le matin qu'il va y avoir une fermeture de ton usine et qu'il va y avoir 200, 300 pertes d'emplois, alors que la même multinationale, dans un autre environnement légal, avec les mêmes phénomènes de compétitivité, est obligée à beaucoup plus de transparence. Monsieur a raison. Quand il dit qu'il faut faire face à la modernisation, je pense qu'on les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est quelque chose d'inéluctable, mais on devrait pouvoir voir venir. On devrait avoir des plans sociaux. On devrait investir davantage dans la formation professionnelle. Il y a des choses à faire, y compris pour préserver l'emploi des personnes là-dedans. Et une entreprise plus performante, bien, c'est une entreprise qui peut redistribuer davantage, puis qui assure sa présence là où elle est. Moi, j'ai rien contre ça. Mais disons qu'ici, là, le contexte est un peu
sauvage en termes d'obligation, par exemple, de transparence, de voir venir, de faire de la planification de main-d'œuvre sur une plus longue portée, d'aborder le syndicat et les travailleurs comme étant des partenaires potentiels pour garantir les choses. Écoutez, le monde, ils sont pas fous, là. Le monde, ils se syndiquent pas puis ils revendiquent pas des affaires pour faire fermer leur entreprise. Ils savent bien, ça te donne quoi d'avoir une convention collective bien belle, mais si t'es plus capable de la faire appliquer parce que t'as plus de job. Donc, les mêmes multinationales dans des pays où les cadres légaux sont différents. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les entreprises en Scandinavie, ils restent quand même. Bien, en Scandinavie, si on prend le modèle du Danemark, par exemple, on parle du modèle de flexicurité. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un beau compromis. Le marché du travail est beaucoup plus flexible, donc il y a une possibilité de mettre à pied des travailleurs, advenant le cas où on n'a plus de demande pour son produit ou son service, plus facilement. En contrepartie, on a bonifié, par exemple, l'aide, le soutien, si vous voulez, aux travailleurs pour se recycler dans un autre domaine ou pour chercher un nouvel emploi. Alors, il y a ça, hein? Si on n'a que des politiques de bonnes intentions, hein, où on dit on empêche les entreprises de fermer leurs portes, mais le problème qu'on va avoir avec ça, c'est qu'ils n'embaucheront pas en premier lieu. Donc, si vous rendez plus difficile une entreprise, la possibilité de mettre à pied un travailleur parce qu'il y a justement plus de demande pour son produit, à ce moment-là, elle ne va pas embaucher du tout. Et on se retrouve en Europe avec des taux de chômage très élevés et des taux de chômage de longue durée très élevés. En France, notamment. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas des pays scandinaves. C'est pas le cas de l'Allemagne. Très ouvert sur le c'est pas le cas de l'Allemagne non plus. Alors, de ce côté-là, je dis, tout n'est pas inéluctable là-dedans. Et, moi, je pense que, y compris dans le cas de Walmart, le fond du débat n'était pas d'avoir une législation ou une jurisprudence qui empêche une entreprise, pour des raisons légitimes, de fermer, mais l'empêcher de recourir à ce genre de tactique déloyale pour contrer la syndicalisation, alors qu'il n'y avait aucune raison raisonnante d'un point de vue économique qui devait entraîner la fermeture de cette entreprise-là. C'est ça qui est en cause. Et la jurisprudence, elle ne fera pas en sorte d'empêcher les entreprises de prendre des décisions économiques lorsqu'elles sont fondées. Mais tu peux le faire, puis tu peux le faire de façon beaucoup plus humaine, tu peux le faire de façon beaucoup plus transparente, beaucoup plus moderne, en interpellant davantage les travailleurs, en suscitant leur participation et en ayant un dispositif social qui permette les transitions. Bon, oui, les employeurs peuvent opter pour... Il y a plusieurs alternatives, plusieurs façons, justement, d'agir, mais les syndicats, eux, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire les choses que les moyens de pression, les grèves, bref, les moyens traditionnels, dans tout ça, dans des cas, justement, où ça pose problème? Je pense qu'il ne faut pas dire on va retirer le droit de grève. Le droit de grève, ça doit aider à la concentration des employeurs. Oui. En même temps, là, savez-vous le pourcentage de conventions collectives qui se négocient sans qu'on ait recours à des moyens de pression, grève ou autre? C'est près de 99 %. La majorité. C'est plus que la majorité. C'est l'immense majorité. Et je pense que de ce côté-là, le droit de grève, oui, il doit exister. Ça permet, dans certaines circonstances, de rétablir le rapport de force. Mais en même temps, les travailleuses et les travailleurs, ils sont pas fous. Ils veulent pas conduire à la perte de leur entreprise. Ils savent que leur survie, elle passe à travers le maintien de leur emploi. Donc, de ce côté-là, là, je pense qu'il faut vraiment nuancer les choses. Et l'autre chose dans les phénomènes internationaux qu'on constate, il y a eu tout un exode des bons emplois syndiqués dans le secteur privé. Je pense aux emplois industriels. On a vu un affaissement dans la région de Jonquière. C'était toute l'industrie du papier, etc. On remplace par quoi? Par des emplois mal payés, par des emplois extrêmement précaires. Et malheur de malheur, c'est ceux-là qui ont de la difficulté à se syndiquer, alors que c'est eux qui, logiquement, devraient avoir le plus grand accès à ce genre de choses-là. Parce que, ben oui, c'est les travailleurs les plus vulnérables. Bien, on parlait de modernisation quand on parlait d'entreprises qui sont contraints dans un contexte de concurrence et de mondialisation de le faire. Je pense que du côté des syndicats, il y a ça aussi à faire. Il faut se moderniser. Je pense que l'ancienne tactique qui était justement du poing sur la table et de revendiquer haut et fort et à brandir les pancartes, je pense que c'est terminé ça. Et ce qu'il faut faire d'abord, c'est peut-être un peu mieux servir les intérêts des membres. Parce qu'à l'heure où on se parle, et les sondages le démontrent bien, les travailleurs souhaiteraient, notamment quand il y a question d'accréditation, qu'il y ait un vote secret. Les sondages de Léger avaient montré que c'était 80 % des travailleurs qui souhaitaient ça, alors que, alors on se parle, il y a beaucoup de pression pour qu'il y ait cette accréditation-là. Dans le cas de Walmart, moi, je crois qu'il y en a eu aussi. Très bien. Écoutez, là-dessus...
c'est précisément le pendant des législations américaines qui a amené justement l'affaissement de la présence syndicale. Et je regrette ceux qui réclament le vote parce que faut qu'il y ait une majorité. Là. Un syndicat, il ne rentre pas. S'il n'y a pas 50 plus 1 des travailleurs qui y adhèrent, il n'y en a pas de syndicat, indépendamment de la volonté de ceux qui voudraient qu'il y en ait un. Exiger par-dessus ça un vote, c'est donner une occasion de plus à des entreprises comme Walmart pour faire de l'intimidation, pour faire des pressions indues et pour faire diminuer le taux de syndicalisation. Et je suis persuadé qu'à la maison également, vous souhaitez réagir justement à cet aspect des choses. N'hésitez pas à le faire. Voyez les moyens pour le faire. On va y revenir après la pause justement, en appel et en courriel et aussi avec les commentaires de nos invités. À tout de suite. Ah ben, je le sentais aussi. Je sentais que vous alliez réagir. Et le téléphone ne dérougit pas, me dit-on. C'est tant mieux. Daniel Tremblay est au bout de la ligne. Monsieur Tremblay, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je suis président de syndicat d'une école privée à Montréal et j'ai syndiqué le personnel non enseignant parce que les enseignants étaient syndiqués. Et je peux vous dire que le syndicalisme a la vie dure. Suite à ça, la directrice a congédié des gens qui ont été qui ont fait le mouvement syndical. Il y en a qui ont été harcelés, ils ont eu des surcharges de travail jusqu'à temps qu'on les pousse en burn-out. Une fois en burn-out, leur poste a été aboli. Donc, le syndicalisme a vraiment la vie dure. Et le patronat qui est vraiment contre les syndicats, de proposer qu'il y ait un référendum ou un vote pour une accréditation syndicale, c'est vraiment jouer leur jeu, c'est leur faciliter la tâche. Moi, j'ai vu comment ils agissent, là, et je vous le dis, il n'y en aura plus de syndicalisation qui va se faire parce que les gens vont se faire ostraciser, ils vont perdre leur job. Déjà, présentement, c'est le cas. Et si on permet à l'employeur en plus de pouvoir savoir qui a parti au mouvement syndical, je vous dis, c'est sûr que ça va amener une baisse importante de la syndicalisation au Québec. Très bien, mais merci beaucoup pour votre opinion. Vous êtes donc vous-même partie prenante du mouvement syndical, si je comprends bien. Poursuivons en appel. Est-ce qu'on peut passer au prochain appel? Pas tout de suite. Mais justement, on le voyait bien, on le voit, ça fait réagir, cette histoire du vote secret et des possibles manœuvres d'intimidation qui peuvent avoir lieu. Poursuivons cette discussion, justement, on l'avait avant la pause. Que pensez-vous de cette affaire? Alors écoutez, je le répète, aux États-Unis, derrière la chute très importante de syndicalisation, il y a eu l'introduction de ce type de législation-là. Et soyons clairs, là, c'est pas les travailleurs qui en profitent, ce sont les employeurs. C'est une période de plus qu'il leur est donnée pour faire des campagnes de peur, pour faire de la désinformation. Ce que décrivait le monsieur et ce qu'ont vécu les gens de Jonquière, de Walmart, ce qu'ont vécu les gens de Couche-Tard aussi, où il y a eu des fermetures de magasins pour tenter de dissuader les gens. Au Canada, on va me dire, il y a un certain nombre de provinces qui ont aussi ce genre de législation-là. Et leur taux de syndicalisation a diminué au fil des années avec l'introduction de ces législations-là. Et la moyenne canadienne, c'est 30 de taux de syndicalisation, alors qu'au Québec, c'est 40 Alors, et M. Labrie, êtes-vous d'accord avec cette corrélation entre ces législations et les effets sur la syndicalisation? En fait, si on regarde les chiffres au Québec, ça s'est maintenu, évidemment. Au Canada, dans l'ensemble du Canada, ça s'est maintenu autour de 30 Aux États-Unis, évidemment, mais ça remonte à très loin. Ça remonte à la loi Taft-Hartley du fin des années 40. Alors, ça n'a rien à voir avec le vote secret. Moi, je pense que c'est justement pour éliminer ce risque d'intimidation-là qu'on doit avoir le vote secret. Et c'est la volonté des travailleurs syndiqués. Les sondages le montrent. J'ai ce sondage devant moi. C'est 80 qui le souhaitent. Ah oui, le sondage que vous évoquiez tout à l'heure. De Léger Marketing, qui est disponible sur notre site Web de 2009. Alors, moi, je pense que c'est de ça dont il est question. On devrait, si on regarde les provinces canadiennes, il y en a 4 ou 5, justement, les 4 plus grands, mis à part le Québec, qui ont ça. Et si on regarde le marché du travail dans son emploi, parce que ce n'est pas un objectif en soi d'avoir ce maintien-là. Peut-être pour quelqu'un qui représente les syndicats, évidemment, c'est le pain et le beurre, mais de façon collective, ce qu'on veut, c'est de bonnes conditions pour les travailleurs. Et le meilleur outil pour les travailleurs, c'est évidemment qu'il y ait des qualifications. Et quand vous avez des qualifications, un travailleur qualifié, lui,
il en a des ressources. Il n'y a pas un employeur qui va abuser d'un travailleur qui a cette formation-là. Alors moi, je pense que je vous propose d'y aller avec sur ça. Oui, tout à fait. On va poursuivre avec un courriel pour ensuite mieux reprendre la discussion. Un courriel suivi d'un appel, tiens. Allons-y avec le courriel de Paolo Mitriou qui écrit donc la chose suivante. Si la décision de Walmart, il fait référence évidemment à cette grosse nouvelle du jour, peut annoncer la fin de la récréation, écrit-il, néolibérale sauvage du dernier quart de siècle, ce serait une bonne chose. Voilà une opinion qui est claire. C'est peut-être le début, croit M. Mitriou, du retour d'un balancier économique qui a possiblement enfin atteint sa limite de droite. Alors, est-ce que véritablement il y a un renversement de tendance? Ça reste à voir, n'est-ce pas? Un appel maintenant de Mme Annette Bugeaud. On vous écoute, Mme Bugeaud. Oui, bonjour. Bonjour. En 1998, nous étions en enfer à Montréal pendant 40 ans. On était dans la construction d'ailleurs, et avec l'aide de tout ce qui s'est passé, on a fait faillite. Les jeunes nous devaient 350 000 et ils nous ont envoyés sur le diable. On a pacté nos valises, on est parti avec notre petite valise à Edmonton, en Alberta. Quand on est arrivé là-bas, ça marchait pas trop fort parce que l'union va passer, puis les compagnies à tous les 2 maisons s'étaient à vendre. Le premier ministre a décidé vous êtes libre d'être de l'union ou pas l'union, mais personne va empêcher. On est arrivé là, on a parti en affaires, on avait à moitié qui était dans l'union, l'autre qui n'était pas dans l'union, et les gens s'accordaient un numéro 1. Ça, c'est en 1998. Ça faisait tellement pitié quand vous dites que l'argent roulait dans les rues là-bas. OK. Et puis, quand c'est arrivé, en 2005, ça l'a changé. Là, la compagnie partait, ça l'arrivait de tout bas de côté. Des francophones. J'ai travaillé pour la compagnie Zellers pendant 8 ans. Oui. J'étais la seule francophone de là. Et puis, je peux te dire que combien de Québécois que j'ai parlé et que j'ai servi, vous seriez surpris. Très bien. Ils s'en venaient travailler, ils étaient dans la rue, comme nous. Bien, merci donc pour ce témoignage, Mme Bugeaud. Je rappelle que vous appeliez d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Alors, on invite évidemment toutes les personnes en dehors d'un peu partout au pays à nous appeler, nous écrire. On apprécie toujours. D'ailleurs, sur la première question, c'est une grande question. Est-ce qu'il y a un retour de balancier? Est-ce qu'on a un renversement de tendance qui va s'opérer? C'est très difficile de le prévoir, évidemment, dans l'état actuel des choses. C'est une décision heureuse, mais on vient de faire beaucoup de comparaisons, y compris avec le reste du Canada. Il faut se souvenir qu'il y avait eu une première décision dans le cas de Walmart en 2009, prise par la Cour suprême, défavorable qui avait été défavorable pour les employés, favorable à Walmart. Il y avait des juges dissidents. Et je pense, entre autres, à la juge Abella, qui constatait que là, au Québec, on avait donné beaucoup d'espace à une jurisprudence qui avait été établie dans les années 80 et qui permettait aux employeurs de fermer sans avoir à donner le moindre motif ou la moindre explication, à la condition que la fermeture soit réelle et effective. Un point, c'est tout. Et elle constatait comment, même ailleurs au Canada, on n'avait pas ce genre d'attitude-là. Alors moi, je considère que le jugement d'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est loin de régler tous les problèmes. Ça nous ramène strictement dans la moyenne de ce qu'on observe ailleurs dans d'autres sociétés où on tente quand même minimalement
de protéger le droit d'association. Et protéger le droit d'association, ben, c'est combattre des stratégies ouvertement antisyndicales d'un employeur qui, à cause de la présence d'un syndicat, décide de mettre tout le monde à la rue et de fermer. Alors, en ce sens-là, oui, c'est une bonne décision, mais c'est pas la révolution. Et les difficultés qu'on a, par exemple, à organiser des gens, ben, elles demeurent. Aujourd'hui, là, 16% de la population sont des travailleurs autonomes. Tu as plein de monde là-dedans qui sont même pas de véritables travailleurs autonomes, qui en arrachent, qui n'ont aucun pouvoir de représentation collective pour tenter d'améliorer leurs conditions de travail. Pire encore, notre législation sociale, elle est souvent liée au statut de salarié. Alors, c'est ça qui va te donner accès, par exemple, à la Régie des rentes, aux normes du travail, à la loi sur l'équité salariale. Alors ça, ça n'existe même pas et c'est pas un petit nombre, 16% de la population qui est dans des conditions comme ça. On dirait que notre législation sociale, notre législation du travail, elle a été conçue au sortir de la dernière guerre, comme si depuis ce temps-là, il n'y avait pas eu des changements extrêmement importants. Et Dieu sait qu'il y a eu des changements importants. Mais oui. Oui, tout à fait. On va prendre juste un petit appel avant d'aller à la pause. On poursuivra donc avec M. Labrie par la suite, qui a beaucoup de commentaires, je le sens, qu'il retient. Julie Morin est au bout au bout de la ligne, donc de Beauport. Un appel de Beauport. Madame Morin, on vous écoute. Oui, bonjour, Bonjour. monsieur. Alors, on parle beaucoup de législation. En fait, la législation, moi, je pense, au niveau syndical, devrait être morale. Ce qui veut dire qu'il devrait y avoir une révision complète. Souvent, on se rend compte, évidemment, que l'employeur n'a pas cette forme morale, éthique envers les employés, d'une part. Et je crois définitivement que la syndicalisation, que ce soit en l'entreprise privée ou dans les organisations publiques, parapubliques, en fait, si on fait le parallèle, c'est que souvent, les syndicats vont venir protéger des travailleurs qui, à mon sens, à moi, n'ont pas nécessairement, si on veut, le rendement ou c'est fait pour protéger finalement certains employeurs qui sont, à mon avis, non fonctionnels en milieu public, parapublic. Je suis désolée de le dire comme ça, mais en fait, dans les entreprises, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être fait sur des bases beaucoup plus d'équité et plus légales. Mais on parle des organisations publiques. On sent vraiment qu'il y a une distance à faire par rapport au monde syndical qui marche main dans la main avec l'employeur. On ne sent pas une protection ultime. Et je vous dirais même, à certains égards, que le regard qui est porté envers les gens qui font appel aux syndicats n'ont pas un regard nécessairement bien vu pour l'ensemble des travailleurs. Très bien, merci Mme Morin, donc, qui souhaiterait voir des changements dans les législations donc en place et qui évoque aussi les nuances entre les sphères publiques et privées. On va y revenir donc après la pause. Avec vos commentaires aussi, on l'espère fort nombreux. Vous voyez la question au bas de l'écran. On attend donc vos réponses au retour de la pause. À tout de suite. De retraite, les changements qu'on veut y apporter, ça cause énormément de tensions, ça fait réagir au sein de la population. À la maison aussi, vous avez une petite opinion là-dessus, je présume. Allons-y avec quelques courriels et on va poursuivre justement sur la question des syndicats dans la sphère publique également, tout de suite après ces courriels. Tout d'abord, celui de Diane Veilleux qui écrit ceci, donc c'est ce midi. Contrairement à la croyance populaire, dit Mme Veilleux, les gens ne se syndiquent pas pour le salaire, ils se syndiquent pour le respect, dit-elle. Une entreprise qui traite équitablement ses employés est ramenée, selon Mme Veilleux, et rarement plutôt visée par les syndicats. Voilà pour cette opinion. Poursuivons avec une autre opinion. C'est un courriel signé Hélène Asselin de Saint-Lambert. Les syndicats manquent de pouvoir pour influencer les décideurs concernant les conditions de travail. J'ai souvent en tête que la classe moyenne diminue en nombre et en capacité financière également, écrit Mme Asselin. Comment sensibiliser les décideurs et les grands patrons à ce qu'implique la baisse en nombre de la classe moyenne? Grande question. Alors, on va poursuivre. Ça joue sur l'emploi, ça, très nettement. Parce que c'est une classe moyenne qui a un peu les moyens de consommer. Non seulement c'est un bienfait pour les travailleurs qui en profitent, mais pour l'ensemble de la communauté. Ça stimule l'économie. Ça a un effet sur l'emploi. Oui, tout à fait, tout à fait. On va y revenir. Mais d'abord, revenons sur cette sphère publique et les syndicats donc, qui gravitent dans cette sphère publique. On a ce fameux débat sur le régime de retraite à l'heure actuelle. C'est un débat qui est sain quand même, qu'il faut avoir tout ici à au Québec. Oui. Moi, là,
là, sur les régimes de retraite, je vais vous dire, il y a des adaptations à faire. Ça, je Vous le ne reconnaissez? conteste pas ça. Non. Pas du tout. On passe beaucoup plus d'années à la retraite que c'était le cas antérieurement. Ça Il appelle faut une s'ajuster. revision. Faut La s'ajuster. démographie change. Par contre, la façon de le faire, en court-circuitant des tables de négociation et en inscrivant dans un projet de loi, dans le fin détail, tous les objectifs qui doivent être rencontrés, ce n'est pas la bonne façon de faire. Et de ce côté-là, je vais vous dire, là, il s'agirait d'un contrat entre une municipalité, par exemple, et une banque, OK? S'il y avait des difficultés financières, la municipalité ne se retournerait pas, elle ne dirait pas « Je peux-tu remettre en question le taux d'intérêt auquel je me suis engagé? » On prend beaucoup de liberté avec des contrats qui ne visent que les travailleurs. Et oui, il y a des questions d'équité. Je suis parfaitement consciente qu'il y a seulement 40 de la population qui ont un régime de retraite qui est décent. Ça, je suis très consciente de ça. Mais si la volonté réelle avait été de rééquilibrer les choses, ben, les gouvernements se seraient réveillés et auraient probablement souscrit à des projets comme la bonification, par exemple, de la Régie des rentes pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. C'est pas en fragilisant des gens qui ont des protections, Mais en renforçant ceux qui... mais en renforçant ceux qui sont particulièrement démunis à l'égard de ces situations-là. L'analogie avec la banque, là, la ville et la banque, est-ce que c'est le reflet d'un deux poids, deux mesures, selon vous? Bien, effectivement, dans le contexte... Ça serait différent, peut-être? Dans le secteur... Bien, la raison pour laquelle on en est là, c'est probablement, justement, ce fameux rapport de force là, dont les syndicats aiment tant évoquer. Dans le secteur public, il est énorme, le poids du syndicalisme dans son ensemble. Parce que, écoutez, vous avez 80 et plus des gens qui sont syndiqués. Oui. Si on a, à l'heure actuelle, cette crise-là, c'est probablement parce que les municipalités, notamment, ont cédé. Hein, c'était pas leur argent. Hein, quand vous dépensez l'argent des autres pour autrui, en bout de ligne, c'est beaucoup moins du montant et de la façon de dépenser cet argent-là. Et en bout de ligne, on a probablement promis des choses qu'on n'était pas en mesure de donner. Et c'est extrêmement problématique. Moi, je suis conscient que si on a cette crise-là, c'est très, très dommage. Il faudra, en bout de ligne, se soucier de l'équité aussi des travailleurs, des nouveaux travailleurs et des jeunes travailleurs. Mais dans le cas des municipalités... Mais on va mettre en suspens juste notre discussion, parce qu'il y a des gens qui veulent parler, et on veut leur donner la parole, puisque vous êtes là pour ça. C'est pour vous qu'on fait, évidemment, qu'on tient ce débat. Jocelyne Boileau nous appelle, et elle nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Mme Boileau. Bonjour. On vous écoute. Alors, premièrement, je crois que les syndicats ont perdu beaucoup d'influence ces dernières années. Et dans le domaine public, par exemple, ou parapublic, on a eu énormément recours à la création d'emplois occasionnels pour arriver à contourner la syndicalisation. Alors, ces employés-là n'ont pas les mêmes protections que les autres et souvent se retrouvent avec peu de choses. Alors que si on retrouve le même employé dans le secteur privé, je ne crois pas que cette forme d'emploi-là soit populaire ou offerte. Alors, c'est là où on retrouve, comme disait Mme Carbonneau tantôt, les employés, des travailleurs autonomes. Et ils vont se dire travailleurs autonomes et ils ont peu de protection aussi et se retrouvent avec très peu un salaire non concurrentiel. J'ai un autre commentaire en terminant, si vous me permettez. Oui, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. À Trois-Rivières, vous savez, vous connaissez la situation économique dans notre région. C'est pas facile, non. Le 19 juillet prochain, une vingtaine d'emplois seront perdus à cause de la fermeture d'une entreprise qui date d'une trentaine d'années. Et j'ai lu dans un journal local qu'on a fait allusion à la récente syndicalisation. Ouais. Alors, je trouve ça extrêmement triste pour notre région et je sympathise beaucoup avec ces gens-là qui vont perdre leur emploi bientôt. Parfait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oh, sans problème, on est là pour ça. Yvan Gignac, maintenant, de Jonquière aussi, a un petit quelque chose à nous dire. On vous écoute, M. Gignac. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi, le problème que je vois, c'est quand les gens de Walmart vont aller devant l'arbitre, l'arbitre va regarder les salaires que les personnes auraient perdus, mettons 25 000 $. Ils vont regarder ce que la personne a gagné, mettons qu'elle a gagné 20 000 $. L'assurance emploi, en fait, tous les gains que la personne va avoir fait depuis qu'elle a été mise à pied, et l'arbitre va déduire ces montants-là, ce qui fait que finalement,
pour l'employeur, ça ne coûtera pas très cher d'avoir mis ces gens-là à pied. C'est ça que je trouve un petit peu problématique dans des situations comme celle-là. Oui, ce sera tout un travail, celui qui attend donc le travail qu'aura à faire cet arbitre. Donc, je le rappelle, les frais juridiques aussi seront inclus donc dans ce dédommagement, si on veut. C'est la Cour suprême qui l'a établi ainsi. Serge Desormeaux de Montréal aussi a un commentaire pour nous. Monsieur Desormeaux, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. J'aime beaucoup le débat présentement. Tantôt, il y a une dame qui a parlé juste avant moi, Mme Boileau de Trois-Rivières, qui a parlé. Oui. Et qui disait que les compagnies vont vers des embauches à temps partiel, ce qui élimine beaucoup les gens à se syndiquer. Ils n'ont pas une force de frappe. Moi, j'ai été camionneur pendant 50 ans, j'ai été camionneur artisan. En 2000, on a fait une grève. On a voulu se syndicaliser, on a voulu avoir une force de frappe au niveau des compagnies parce que on est rien. Les compagnies, quand ils nous embauchent, comme travailleurs autonomes, ils ont une force de pouvoir que nous, on n'a pas. Puis, en se syndiquant, on voulait se donner cette force de frappe-là. Oui. Et puis, les gens ont peur de tout perdre quand ils se syndiquent. Comme ce que j'entends un peu à propos de Walmart, à propos de toutes les compagnies autour, ce qui se produit, c'est que les gens vivent dans la peur. Très bien, bien, je vous remercie. Je vous remercie, M. Desormeaux. Je vous remercie. Je vais devoir y aller tout de suite avec les réactions de nos invités. Le temps file, le temps file. On est presque rendu au mot de la fin. Alors, merci, M. Desormeaux. Beaucoup de choses à dire parce que ces appels ont abordé un large spectre de questions. Je vous écoute. Oui, bien, évidemment, on ne remet pas en question le droit d'association, qui est un droit fondamental, mais il y a le corrélaire au droit d'association, qui est le droit de non-association. Et ça, dans la majorité des entreprises, lorsqu'il y a un syndicat, et on parle d'entreprises d'ateliers fermés, ils sont tenus d'être syndiqués. Et même ceux où on ne peut pas être syndiqué, on se doit de verser une cotisation obligatoire, indépendamment de ce qui est fait en bout de ligne avec cet argent-là en vertu de la formule RAND. Moi, je pense qu'il y a des débats à faire aussi sur ces questions-là qui sont fondamentales. Je vais laisser le choix. On a une petite minute, Mme Carbonneau. Allons-y. Les derniers intervenants, résumé. Je pense qu'ils mettaient le doigt sur un problème bien réel. Le mal du siècle, là, c'est la précarisation des emplois. Et dans un contexte de mondialisation, les entreprises ont une force de frappe absolument extraordinaire. Ils peuvent délocaliser plusieurs emplois et, ma foi, parfois, ce qu'ils n'arrivent pas à délocaliser, ils le transfèrent en emplois précaires qui ont de la difficulté à trouver des protections sociales et même l'accès à la syndicalisation. Alors, il y a des choses énormes à faire de ce côté-là. Vos correspondants ont raison. Très bien. 10 secondes, 10 vraiment. secondes. La meilleure protection, et je le répète, la meilleure protection des travailleurs, c'est leur qualification. Et si on sonde la population, les jeunes, on va s'apercevoir qu'ils sont moins intéressés par la syndicalisation, précisément parce qu'ils en ont des alternatives, ils en ont des opportunités à cause de leur qualification qui sont plus grandes. Ben voilà, c'était notre modeste contribution, mais une belle contribution au débat qui a cours en ce moment au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, croyez-moi, n'est-ce pas? Alors, merci pour votre présence ici sur le plateau. Merci. Vos commentaires étaient nombreux et très pertinents à la maison. C'est donc un rendez-vous lundi prochain pour une autre période de questions.